Jean-Paul au micro et aux manettes. Bienvenue dans ce tuto où on va se plonger dans l'univers des clones avec Scratch, une technique absolument incontournable dès qu'il s'agit de multiplier des objets ou des personnages dans un projet, et c'est justement ce qu'on fait tout le temps dans les jeux vidéo. Quelques exemples, un classique ici, Space Invaders dans une version toute simple, ou cette superbe version arcade signé Rockcoder, un Tower Defense, un casse-brique ou encore un jeu de Snake. Toutes ces applications font appel à la technique du clonage. Au programme, deux parties. La première, on verra comment créer des clones simples avec un comportement identique pour tous. Et ensuite, on passera à la vitesse supérieure, donner une identité propre à chaque clone pour les faire réagir comme si c'était des sprites à part entière. Alors on s'y met. L'objectif de notre premier exercice consiste à créer un joli ciel bleu avec des étoiles qui scintillent, comme ceci. Il y en aura une quarantaine et elles vont être réalisées à partir d'un sprite qui existe dans la bibliothèque de Scratch. J'ai préchargé l'étoile. J'ai mis un fond bleu sur l'arrière-plan tout simplement et je démarre avec le drapeau vert. Comme il est question de créer une quarantaine de clones de cette étoile, vous vous en doutez, je vais utiliser une boucle répétée 40 fois et je vais demander à ce moment de créer un clone de moi-même. Regardez ici dans la catégorie contrôle, il y a 3 blocs pour contrôler les clones, c'est pas grand chose. Donc ici, on va créer le clone. Si j'applique ceci, je vais avoir une quarantaine d'étoiles. Je n'en vois qu'une. Elle est là, toute petite, la malheureuse. Je l'ai mise à une taille de 21. Et si je clique dessus et que je la déplace, je vais constater qu'en réalité, j'ai bien 40 étoiles, mais elles sont empilées, elles sont les unes sur les autres. Pour pallier ce problème, je vais ajouter un mouvement. Je vais envoyer ces étoiles à une position aléatoire de manière à ce qu'elle se disperse. On va remettre une taille un peu plus raisonnable, 27 disons, et on y va. Et ici, j'ai bien mes 40 étoiles qui apparaissent. Je peux même ajouter une petite pause pour que le processus soit encore un peu plus progressif. On y va. Voilà. Étape suivante, je voudrais maintenant que chaque étoile, ou plutôt que toutes ces étoiles scintillent, mais à un rythme différent. Pour ça, je vais utiliser une procédure que j'ai préparée. La voici, elle est dans le sac à dos. Donc une procédure qui va mettre les étoiles d'abord à une taille très réduite, 0%, les montrer effectivement, parce qu'en général, on recommande de cacher le sprite original, et puis répéter indéfiniment, grossir l'étoile, et puis la réduire un peu plus brutalement. Cela donnera cet effet de scintillement. Maintenant, je vais associer ce script au bloc quand je commence comme un clone. Donc, je vous aurais parlé de 3 blocs. Voici le deuxième, c'est un bloc de tête. Et donc, il va lancer une procédure pour chaque clone au moment où il va démarrer. Donc, cette procédure, il faut bien s'imaginer qu'elle va exister 40 fois. On ne la voit qu'une fois, mais elle va exister pour les 40 étoiles séparément. Je lance le processus. Et j'ai ici mes étoiles qui ont ce petit effet de scintillement. Je propose maintenant un troisième exercice pour utiliser le troisième bloc, à savoir supprimer ce clone. Le clone, il va avoir une durée de vie qui correspond à la durée de l'application. Si vous ne faites rien, il va rester là tout le temps du jeu ou de l'application. Et donc, il y a ce bloc supprimer ce clone. Donc, ce que je propose, c'est que quand on clique sur une de ces étoiles, le bloc supprimer ce clone soit utilisé pour faire disparaître l'étoile avec un petit effet visuel en plus, ce sera plus sympa. Pour ça, je vais un peu réduire la scène pour qu'on y voit plus clair. Je vais aller chercher dans le sac à dos une autre petite procédure que je vous ai préparée. Répéter 10 fois, ajouter l'un ou l'autre effet, un effet de luminosité, de pixelisation, ça va un peu donner l'impression que l'étoile explose. Et vous voyez, je termine par le bloc supprimer ce clone. Et je vais associer ce script à l'événement quand ce sprite est cliqué. Ça, c'est intéressant parce que quand ce sprite sera cliqué, il s'agira bien de l'étoile sur laquelle vous allez cliquer.
La preuve, j'agrandis, je relance le tout et je clique sur une étoile, regardez bien, et elle disparaît. Avec chaque fois ce petit effet qui fait un peu penser à une supernova ou une explosion. Donc, important, quand ce sprite est cliqué, s'applique bien au clone. On pourrait dire ou écrire quand ce clone est cliqué. Voilà, avec ça on a vu déjà les 3 blocs. Pas mal, non? Sans trop nous y attarder, je vous propose d'examiner la façon dont on a utilisé la technique des clones dans cette petite application. Donc vous voyez ce petit Pac-Man qui mange des bananes, qui mange des pommes et qui avance au fur et à mesure sur son parcours parsemé d'obstacles. Allons voir ça de plus près. Je ne m'intéresse pas ici ni à Pac-Man ni aux petits fantômes, mais spécialement aux pommes et aux bananes que le petit Pac-Man doit manger. Vous voyez, j'avais d'abord créé 3 pommes, 3 sprites qui ont chacun un petit bout de code. Simplement, ils attendent de toucher Pac-Man et quand ça se fait, ils se cachent et on ajoute un peu de vitesse. Quand il a été question de placer des bananes sur le parcours, il m'en fallait beaucoup plus. Et évidemment, là, je me suis dit, oh, je ne vais pas commencer à créer 10 bananes, 10 sprites. Et donc, j'en suis venu à la technique du clonage. J'ai créé une seule banane. Et ici, la technique consiste à placer le sprite original à l'endroit où je souhaite que la première banane se trouve, et puis créer un clone. Et ce, une dizaine de fois. Ensuite, je cache le sprite original. Ça, c'est une habitude à prendre si on veut éviter de devoir programmer également le sprite. Finalement, on ne va programmer que les clones ici. Quand le clone commence sa vie, donc quand je commence comme un clone, je mets simplement tu attends jusqu'à ce qu'un Pac-Man te touche. Et à ce moment-là, on ajoute 1 à score et on supprime le clone, la banane disparaît. Donc c'est tout simple, on retrouve le quand je commence, le supprimer le clone et créer un clone de moi-même, exactement comme on l'a fait avec les étoiles tout à l'heure. Voilà, ainsi se termine notre première partie. Dans la deuxième partie qui suit, nous allons voir comment utiliser les clones individuellement, c'est-à-dire leur appliquer des traitements spécifiques, clone par clone, comme s'ils étaient des sprites différents. Voici ce que nous allons réaliser. On clique sur le drapeau vert, on voit apparaître 4 clones de couleurs différentes. Quand je clique sur un clone, il compte les clics, 1, 2, 3, 4, ici 2, etc. Vous voyez déjà qu'une variable qui contient le nombre de clics est différente pour chaque clone. Donc chaque clone traite sa propre variable, compte du nombre de clics. Ici, si je clique sur le petit personnage, il va envoyer un message qui sera reçu uniquement par le clone numéro 1. Ici, par contre, le deuxième personnage déclenche 4 actions différentes pour les 4 clones. Alors on y va. Je prends le sprite, notre célèbre chat, je le positionne dans le coin supérieur gauche, je mémorise sa position de départ et je crée 4 clones de moi-même. Il faut prévoir un petit déplacement, sinon ils vont s'empiler, nous avons déjà expliqué ça. Et je teste. Tout va bien, j'aurais pu mettre ce déplacement après, c'était plus logique. J'ai donc mes 4 clones et le sprite original qui se trouve là. Je vais changer maintenant la couleur pour pouvoir facilement distinguer ces clones. Nous l'avons déjà fait aussi, ceci est un petit rappel. Donc ajouter à la couleur. Et j'ai maintenant des clones de couleurs différentes. Maintenant, je vais devoir identifier chaque clone. Pour ça, je vais lui donner un nom, un identifiant, afin de pouvoir compter le nombre de clics sur chaque clone. Donc comment faire? Je vais commencer par créer une variable qui va me permettre de générer automatiquement un identifiant. Donc clone 1, clone 2, clone 3, etc. Pour ça, une variable numéro du clone ou numClone. Valable pour tous les sprites. C'est important de maintenir cette coche ici. J'initialise cette variable.
et je l'incrémente chaque fois que je vais créer un clone. Donc, juste avant la création, j'ajoute un à numClone et je vais maintenant utiliser ce nombre pour créer le nom du clone. Et la création du nom va s'opérer au moment de sa création. Donc je prends ici le bloc quand je commence comme un clone, et c'est à ce moment-là que je vais créer le nom. Et il faudra pour ça créer une nouvelle variable que je vais tout simplement appeler nom clone. Et attention, c'est ici que les Romains s'empoignèrent, en cochant la case pour ce sprite uniquement. Parce qu'ici, il s'agira de créer cette variable en fait pour chaque clone. Cette variable ne va pas exister une fois, mais 4 fois. Donc pour ce sprite uniquement, et j'affecte le nom ici à la variable nom clone, dans laquelle je vais stocker le numéro qui est 1, puis 2, puis 3, puis 4, et je vais même y ajouter le terme clone pour que ce soit plus explicite. Donc je reprends ici la variable numClone qui va donc s'ajouter au mot clone pour avoir clone 1, clone 2. Pour que ce soit encore plus convaincant, on va le faire apparaître dans une infobulle immédiatement. Je vais déplacer ces champs ici qui sont dans le chemin. Vous avez vu qu'il a créé la variable non-clone et devant je retrouve le terme sprite1 2 points. Parce que c'est bien le nom pour sprite1 et puis pour chaque clone. Allons-y, clone 1, 2, 3, 4, etc. Maintenant, en général, on utilise dans ces cas-là le sprite original uniquement pour la création des clones, donc je vais le cacher en fait. C'est pas une obligation, bien sûr, mais ça vous permet de vous concentrer sur la programmation des clones eux-mêmes. Et du coup, il faut évidemment montrer les clones quand ils commencent à exister. Donc ici, j'ai bien les 4 qui se forment. On a vu très brièvement le sprite original apparaître et puis disparaître. Bien, maintenant que les clones sont identifiés, ils ont chacun leur nom, je vais pouvoir utiliser cette identification pour appliquer différents traitements. Alors commençons par le plus simple, qui est le comptage des clics. Pour ça, je vais utiliser l'événement quand ce sprite est cliqué, sachant que ce sprite pourrait s'écrire ce clone. Quand ce sprite est cliqué, je vais créer une nouvelle variable, mais locale comme on l'appelle, c'est-à-dire une variable valable uniquement pour chaque clone. Donc ici, la variable, je vais l'appeler nombre de clics. Et je vais de nouveau cocher pour ce sprite uniquement, très important. Chaque clone aura son propre compteur de clics. Et je vais incrémenter cette variable chaque fois que je vais cliquer sur le clone. En n'oubliant pas de remettre les compteurs à 0, évidemment, au début, au moment où le clone commence à exister. Alors de nouveau, pour que ce soit plus intéressant, je vais faire apparaître ce compte. Ici, simplement dire le nombre de clics. C'est parti, on teste. Voilà, j'ai clone 1, clone 2, clone 3, etc. Je vois qu'il a créé une nouvelle variable locale. Et chaque fois que je vais maintenant cliquer sur un clone, il va faire apparaître le nombre de clics. Et vous voyez que chaque clone a son compteur de clics. Mais vous allez me dire, on n'a pas utilisé le nom à ce stade-ci. Il existe le nom, on l'a bien vu, mais on ne l'a pas vraiment utilisé. Ah bien, nous allons le faire. Je vais cacher ces champs inutiles et aller chercher deux sprites, peu importe lesquels, dont je vais un peu réduire la taille. Et on va demander à chacun de ces sprites d'envoyer des instructions qui seront exécutées par les différents clones. Ici, on va demander au premier sprite d'envoyer un message spécifique au clone numéro 2. Je vais ajouter comme code ici, quand ce sprite est cliqué, envoie un message, ou envoyer à tous, un message que je vais appeler pour clone 2. Et ici, je reviens à mon sprite 1, je vais utiliser le quand je reçois le message pour clone 2,
Ici, je vais devoir appliquer une condition. Les clones vont devoir tous vérifier si ce message leur est bien adressé, et je vais faire cela à l'aide d'une condition d'un si tout simplement. Donc la condition, c'est si le nom du clone est égal à clone 2, alors tourne de 90 degrés, par exemple. Ici, j'applique une action toute simple. On y va, je clique et voilà, ça fonctionne. Mais donc ici, j'ai dû en fait demander à tous les clones de vérifier s'ils s'appelaient clone 2. Et seul le clone numéro 2 exécute l'action. Dans l'exemple suivant, nous allons envoyer un message maintenant avec la deuxième petite jeune fille. Elle s'appelle Avery, je pense. Nous allons envoyer un message à tous les clones afin de déclencher des actions différentes. Donc pour ça, rebelote, je vais dans le code de Avery et je choisis l'événement quand ce sprite est cliqué, envoyer un message. Ici, je vais créer un message pour tous les clones. Et ils vont tous se mettre à l'écoute, mais en appliquant des traitements différents. Je reviens ici, je vais agrandir un peu l'espace de travail. Et on y va. Quand je reçois, on est dans la même logique ici. Quand je reçois le message pour tous les clones, et là je décide d'une série d'actions. Je commence par le clone 1, donc je peux reprendre ce code-ci en gros. Si le nom du clone est le clone 1, alors je vais garder la petite pirouette, et puis je duplique. Par contre, si le nom est clone 2, alors je joue un son, etc. Voilà, ici j'ai travaillé sur 3 clones et je laisse le 4e au repos. Alors qu'est-ce que ça donne? On va un peu agrandir de nouveau. J'ai mes 4 clones qui sont créés. Je clique sur la petite jeune fille au t-shirt vert. Il y a un seul clone qui réagit. Par contre, si je clique sur Avery, chaque clone, regardez, 1, 2, 3, a exécuté une action spécifique. Voilà, comme ça, on a passé en revue les différentes manières, si vous voulez, de traiter les différents clones, ou chaque clone individuellement. Il y en a une qu'on n'a pas testée, mais vous auriez pu le deviner. Ici, quand je commence comme un clone, je peux aussi aller chercher une condition. Si le nom est clone 1, alors fais ceci. Si le nom est clone 2, alors fais cela. Donc vous pouvez utiliser ces conditions qui permettent d'identifier les clones et de leur appliquer des traitements spécifiques. Derrière un quand je reçois, un quand ce sprite est cliqué, là il n'y a même pas besoin d'identifier le clone, puisqu'on l'identifie en cliquant dessus. Ou carrément au moment de la création du clone. Ça vous laisse énormément de possibilités. Voilà, on est arrivé au bout de ce tutoriel. J'espère que vous avez appris plein de choses. Maintenant, à vous de jouer. Bon codage!